Je vais commencer par une toute première question. Qu'est-ce qui t'a mené vers les sciences au cours de ton enfance, on va dire ? Alors ça, c'est assez facile. Je fais partie de la catégorie des enfants qui passaient leur vie à poser la question « Mais pourquoi c'est comme ça ? Et comment ça se fait que… » Et cette soif de comprendre, alors je l'ai toujours eue, et elle n'a jamais changé au fil des années. Et en fait, je passe ma vie, même actuellement avec des amis, à leur dire « Est-ce que tu sais qu'il y a ça parce que ça ? Est-ce que tu sais pourquoi on a un changement de couleur lors des couchers de soleil ? Ah, tu sais pas, hein ? Moi je sais. » Un peu là, je sais tout, que j'ai calmé au fur et à mesure parce qu'on est d'accord que c'est insupportable étant jeune, puis en grandissant aussi. Donc je calme un peu le truc, mais c'est vraiment cette soif de toujours essayer de comprendre comment ça fonctionne, toutes les choses, et de n'avoir jamais perdu cette petite flamme-là de comprendre tout. Et du coup, est-ce que tu peux un peu retracer ton parcours académique ? J'ai eu le parcours académique rêvé pour tout gouvernement. J'ai jamais redoublé, jamais sauté de classe. Je me suis retrouvée donc au lycée Jeanne d'Albret, donc en région parisienne, à Saint-Germain-en-Laye, où j'ai eu mon bac scientifique option SVT. Et par suite logique, il fallait que je trouve une licence. Et je me suis retrouvée à faire ma licence en biologie cellulaire moléculaire, donc à Vannes, Morbihan. Donc là, on quitte la région parisienne. Je me trouve dans une petite faculté où dès la première année, on se retrouve à faire de la science. Et j'ai adoré ça. Quand j'ai appris que j'avais d'autres collègues qui étaient restés à Paris, qui n'ont pas touché vraiment aux sciences avant la 2e, 3e année, je me suis dit, quelle chance, je passais au moins 2 jours par semaine à faire du laboratoire, on était très proches des enseignants, très proches des laboratoires. Et donc je me suis spécialisée en 3e année dans cette biologie cellulaire et moléculaire, et je suis tombée amoureuse de la microbiologie. Il faut savoir qu'initialement, en fait, je voulais être vétérinaire. Ouais. Voilà, je voulais m'occuper des animaux, et là, d'un seul coup, je me suis retrouvée à traiter et à essayer de comprendre d'autres animaux, beaucoup plus petits. Donc vraiment la microbiologie, et microbiologie ça a encore un sens très large, hein. Ça regroupe les champignons, les virus. Là, vraiment les bactéries, c'était le nouvel petit animal que j'avais envie d'étudier, et je me suis spécialisée là-dedans. Je suis retournée à Paris pour mon master. J'ai fait l'université Paris-Cité, donc durant mon master 1. Mais comme je vous ai dit, dès la licence, je savais que la microbiologie me plaisait. Et pourquoi qu'est-ce qu'il y a de si fascinant dans la microbiologie ? C'est déjà le côté où c'est une science visible. Parce que dans la chimie, quand on mélange les choses ensemble et tout, on ne voit pas forcément ce qui se passe. Là, ce qui est bien, c'est que je peux voir mes bactéries à travers un microscope, je sais qu'elles sont vivantes, je vois la croissance, il y a toute une histoire de comportement aussi, un peu comme lié à l'animal en fait. Et c'est vraiment ce que je retrouve aussi dans ma thèse, cette histoire de comportement. Et c'est ça vraiment qui me plaît en fait dans cette microbiologie-là, c'est vraiment cet aspect visible. Je ne travaille pas sur des atomes, je travaille vraiment sur un être vivant en fait. D'accord. Et du coup, tu es revenue à Paris ? Voilà, pour mon master. Et en fait, dès la licence, je savais déjà ce que je voulais faire. Cette microbiologie est plutôt environnementale que santé. Et j'ai découvert, lors d'un stage de licence à la Sorbonne, le master microbiologie, environnement, santé. Le master de rêve pour ce que je voulais faire. C'était moitié promotion de la Sorbonne et moitié l'autre promotion au Muséum national d'histoire naturelle. Les cours étaient au Jardin des Plantes. Il y avait 1 mois de mission à Banyuls-sur-Mer, donc côté Méditerranée, frontière avec l'Espagne, dans un laboratoire donc rattaché à Sorbonne, avec une petite expédition marine pour travailler notamment sur les bactéries de l'environnement marin. C'est incroyable. Des enseignants très connus dans leur domaine, mais c'était un banco. Par contre, ceux qui étaient issus du Muséum d'histoire naturelle, il n'y avait que 9 étudiants, et côté Sorbonne, que 9. Muséum, il fallait forcément être issu du Master 1, donc de première année. Et Sorbonne, ils prenaient surtout de leur première année de Master, et également quelques externes.
sur 9, les chances étaient infimes. Sauf qu'en licence, donc j'ai fait la démarche de rencontrer le responsable du master. Et donc je suis désolée parce que là, son nom m'échappe actuellement. Il y a Sébastien Duperron du côté du muséum. Mais là, pour le côté Sorbonne, je m'en excuse, j'ai complètement oublié. Et je l'ai rencontré, ils m'ont fait passer l'entretien comme si j'étais en master. Et ils m'ont donné quelques petits conseils pour la suite de mes études, pour éventuellement me retrouver. Et à la fin de mon Master 1, je suis en stage à Quimper pour de la microbiologie environnementale. Je travaillais sur une bactérie issue du microbiote des huîtres. Et je leur dis, voilà, je viens d'envoyer mon dossier, au plaisir de se retrouver pour un entretien. Ils m'ont dit, vous passez demain. J'ai passé un entretien le lendemain avec les étudiants de Sorbonne. Et 2 semaines après, ils m'ont dit, voilà, vous êtes inscrits. Sur les 9, on n'était que 3 externes cette année-là. 3 externes à la Sorbonne à être sélectionnés. Et c'était 6 mois de cours, mais 6 mois beaucoup trop courts. On se retrouve tellement spécialisé dans ce que... Je me suis dit, mais j'adore mon métier. Ouais. C'est incroyable. Et après, j'ai trouvé mon stage donc, à Nantes. Et c'est ce stage-là qui m'a conduit à le poursuivre après en thèse. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux détailler un peu comment t'en es venu à trouver ton sujet de thèse ? Alors, c'est le stage que j'ai trouvé et en fait, j'ai eu la chance de continuer. Parce que ça, c'est le côté un peu la route d'or pour nous, un doctorant, c'est d'avoir pu déjà en amont travailler 6 mois sur le sujet. Ça fait que quand on commence notre thèse, on est à fond dessus. On connaît déjà les tenants, les aboutissants et je me rappelle que quand j'ai commencé ma thèse, 1 mois après, mon chef vient me voir et il me dit « Bon, on va à un workshop, c'était le workshop Biofouling à Lorient en 2022. On y va. Tu présentes le premier article, voilà, t'auras 10 minutes et un poster. 1 mois, hein, ça faisait qu'1 mois que j'étais là. Hein, et donc j'y suis allée comme ça, en bas le combat, on est parti. C'était présentation flash, je pense que c'était 5 minutes, 5-10 minutes. Et voilà, c'est le côté vraiment passionnant. Alors comment j'ai trouvé à ce moment-là ce stage et cette thèse ? Pour redire votre question, c'est surtout parce que j'avais... Alors, François Delava, je l'avais connu grâce à Véronique Letelly, qui était la responsable de la licence où j'étais à Vannes. Elle m'avait donné son contact en disant, voilà, peut-être que tu trouveras un stage en licence avec lui, en 3e année, qui était le stage obligatoire. Et j'avais pu faire ce stage avec lui, mais en distanciel, parce que lorsque j'étais en dernière année de licence, on était déjà en 2020. D'accord, ouais. Période du Covid. La pandémie. Donc, pareil, en master 2e année, je lui envoie un mail, je dis bon, on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer, mais j'ai toujours suivi vos travaux. Voilà, j'ai déjà fait une étude bibliographique sur le sujet en 3e année de licence. Je serais motivée à revenir auprès de vous et travailler donc sur ce sujet. Et là, il m'a dit, écoutez, il y a pas de souci, il m'a pris en entretien, il m'a prise et j'ai dû assez le satisfaire pendant 6 mois pour être reconduite après en thèse. Voilà. Et du coup, pour venir sur le sujet en lui-même, est-ce que tu peux l'expliquer avec différents niveaux de complexité ? Donc, on va commencer par le niveau collège. Si j'étais un collégien ou une collégienne, qu'est-ce que tu dirais pour expliquer ton sujet de thèse ? Alors, collégien, collégienne, bon, c'est déjà un peu plus... Bon, il sait déjà beaucoup de choses, collège. Donc, c'est sûr, ouais. Comment je vais raconter ça ? Déjà, le centre même de mon travail, c'est la diazotrophie. La diazotrophie, en fait, c'est la conception et en fait la problématique qu'on a dans les océans, c'est que l'azote n'est pas disponible dans tous les environnements. La biodisponibilité en azote, elle est très faible. Donc, les organismes se retrouvent avec une carence en azote, sauf que ce soit eux comme nous, on a besoin d'azote pour vivre, on a besoin de chons. Carbone, hydrogène, oxygène, azote. On a besoin de survivre avec les 4. Donc, qu'est-ce qui fait si on n'a pas d'azote ? On ne survit pas. C'est clair, il n'y a pas de survie. Donc, comment ils font pour garder une bonne santé ? Eh bien, en fait, il y a des associations qui se font avec d'autres petites bêtes qui vont réussir à utiliser une autre source d'azote. Parce que les organismes marins comme nous, le seul autre azote qu'on peut trouver, c'est dans l'atmosphère. 78% de ce qu'on respire est de l'azote. Mais on ne le respire pas, il rentre et il ressort.
Ah oui, l'azote gazeux, on n'est pas capable de l'assimiler. Il rentre, il sort. La seule chose qui est capable de l'assimiler, ça va être seulement certains prokaryotes, donc certaines bactéries, notamment, qui vont posséder une enzyme. Donc je pense qu'au collège, ils savent déjà ce que c'est qu'une enzyme, hein, je pense. Ça m'étonnerait, je pense. Enfin, ça dépend. Ça dépend. Peut-être les plus dégourdis. L'enzyme, il faut se dire que c'est comme une machine qui est à l'intérieur, une petite usine, qui est capable donc de respirer cet azote, de le transformer et d'en faire quelque chose de mangeable en fait. Déjà pour elles, et éventuellement elles vont en laisser dans son environnement. Voilà, si elle produit trop de pain, elle en a trop à manger pour elle-même, elle va le laisser pour ses voisins. Donc c'est un peu ce qui va se passer aussi dans les environnements, et c'est comme ça qu'on retrouve dans certains organismes marins des bactéries qui ont cette petite usine qui est la nitrogénase dans ces bactéries, et qu'elles se retrouvent dans ce microbiote-là, et elles seraient capables donc, quand l'animal respire, de récupérer cet azote et de redistribuer alors à ces organismes. Et c'est comme ça qu'on arriverait donc à à avoir une bonne santé. Mais on retrouve ces diazotrophes un peu partout. On peut les retrouver dans liberté dans l'océan, dans les sédiments également. Et pourquoi c'est très important ? C'est parce que ça va alimenter ce cycle de l'azote. Le cycle de l'azote, c'est comment l'azote gazeux va se dissoudre dans l'océan, va être transformé en quelque chose de mangeable, qui va être remangé. Et voilà, on se retrouve avec une chaîne alimentaire, entre guillemets, de l'azote. D'accord. Et maintenant, si on progresse vers le niveau Terminales++. Voilà, Terminales, déjà, ils vont comprendre la notion de l'enzyme. Et là, je vais pouvoir lancer la problématique de ma thèse. La problématique de ma thèse, c'est que cette enzyme, elle est très capricieuse. Elle est un petit peu embêtante. Elle a deux choses très embêtantes pour ces prokaryotes, c'est qu'elle est très énergivore. Il faut 16 molécules d'ATP, donc ça au terminal ils le savent, l'ATP c'est la molécule de l'énergie. 16 molécules d'ATP pour une seule molécule de diazote. Ouais, donc c'est pas très efficace quoi. Ah non, c'est vraiment, elle n'a pas le choix. Hein, elle n'a pas le choix, il faut qu'elle le fasse pour qu'elle le fasse. C'est vraiment tellement énergivore qu'à côté de ça, il faut qu'elle ait aussi assez à manger. Donc ce assez à manger, c'est une ressource en carbone dans son environnement et en elle-même assez riche. Donc on se retrouve avec une balance carbone-azote avant qu'elle se dise « Ok, là, on peut faire fonctionner l'usine, on peut faire fonctionner la nitrogénase. » Deuxième problématique, elle ne supporte pas l'oxygène. Elle est inhibée en présence d'oxygène. Donc en plus de réguler génétiquement la production de cette enzyme et de faire fonctionner l'enzyme, la bactérie doit avoir un comportement, on retrouve cette histoire de comportement qui me plaît bien chez les bactéries, pour protéger cette usine, cette enzyme, de l'oxygène. D'accord. Et maintenant, si tu veux aller complètement dans la problématique et tu devais présenter ton sujet de thèse, mettons, à d'autres biologistes. Donc là, je repars de zéro ou... Non, c'est bon. Enfin, tu peux dire... rajouter. Alors, je rajouterais, moi, je travaille sur les diazotrophes non cyanobactériens. Alors déjà, j'ai introduit quelque chose de nouveau. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'une cyanobactérie ? Une cyanobactérie, voilà, c'est une bactérie qui est capable de faire de la photosynthèse et de la diazotrophie. Voilà, notamment, la plupart des cyanobactéries sont capables de faire cette diazotrophie. On connaît toutes leurs stratégies. On sait, par exemple, certaines vont plutôt faire de la photosynthèse de jour, photosynthèse qui produit cette fameuse oxygène, donc elles sont incapables de faire la diazotrophie en même temps. D'accord. Et la nuit, elles vont faire la diazotrophie. Voilà. Y en a d'autres qui vont se différencier. C'est notamment une cyanobactérie qui s'appelle Anabaena, qui va faire une longue chaîne. Et certaines vont perdre leur chlorophylle, qui leur permettent de faire cette photosynthèse, et vont en fait se concentrer pour faire la diazotrophie. Donc la voisine fait la photosynthèse, qui va produire de l'énergie à la cellule d'à côté, qui a perdu sa chlorophylle, et qui est en train de faire la diazotrophie. C'est des bactéries individuelles ou c'est un organisme qui décide Les cyanobactéries sont individuelles. Elles ont un fonctionnement individuel, elles ont chacun leur ADN, mais elles ont souvent des comportements collectifs. D'accord. Voilà. Alors que les bactéries, c'est différent. En fait, c'est vraiment... les deux ont des fonctionnements différents suivant l'espèce.
Voilà. D'accord. C'est vraiment des grandes familles là dont je parle. Et en fait, pendant au moins une 50aine d'années, les scientifiques, les cyanobactéries, mais qu'est-ce qu'on en a entendu parler? C'était vraiment les diazotrophes phares. C'est comme ça qu'on a aussi calculé la plupart du cycle de l'azote. Et là, d'un seul coup, on a la mission Tara Oceans de 2018 qui arrive et qui va faire une recherche métagénomique de ce qu'ils trouvent dans les océans. Et ils vont chercher l'un des gènes codants pour la nitrogénase, qui est le gène NIF-H. Et là, ils vont trouver ça de cyanobactéries, donc pas beaucoup. Et là, une large diversité de ce qu'on va appeler des diazotrophes non cyanobactériens. Oui, parce que nos scientifiques ont beaucoup d'imagination quand il s'agit de nommer les choses. On se retrouve avec une grande diversité de bactéries, de planctomycètes, de protéobactéries non classifiées, qui possèdent le gène, donc potentiellement qui ont une capacité de phalazotrophie, mais auxquelles on ne connaît absolument rien. On ne sait pas comment ils régulent génétiquement cette enzyme, comment ils se protègent notamment de l'oxygène. Est-ce que c'est pareil que les cyanobactéries? Est-ce qu'elles ont créé autre chose? Et si on a cette grande diversité de diazotrophes, est-ce qu'on est en train de mettre un coup de pied dans le cycle de l'azote et au final nos calculs sont faux? Vraiment, c'est une explosion de « Ah !» Donc les océanographes, au départ, ils n'étaient pas très inquiets parce qu'ils se disaient, c'est... À chaque fois qu'on a essayé de mesurer de la diazotrophie chez des diazotrophes non cyanobactériens, on n'a pas réussi. Donc on considère qu'ils font pas grand-chose. Mais il y a quand même toujours ce petit point d'interrogation et c'est là que j'arrive dans cette histoire. Donc là, c'est ce que je rajouterais, c'est vraiment l'enjeu en fait de cette thèse à un scientifique. Je pars sur quelque chose où je ne connais rien, je connais un peu ce que font les cousins, mais est-ce que c'est applicable sur cette bactérie-là? Et ce qui est très amusant, et je rajouterais, c'est que ma bactérie, elle a été isolée dans les années 80. Donc c'est pas nouveau qu'on les connaît, hein. Il y en a que très peu, on a une petite dizaine qui doit être isolée actuellement en laboratoire, ce qui n'est pas beaucoup, vu la grande diversité de ce qu'on a. Mais ce qu'on a pu trouver dans les années 80, on l'a vu, on l'a noté, on l'a enregistré, on l'a mis de côté. D'accord. Ça les intéressait pas à l'époque, c'était vraiment cyanobactéries. Donc merci Tara Oceans d'avoir lancé autant de recherches, et notamment la recherche sur laquelle je me base. D'accord. Et est-ce qu'on sait la proportion de l'azote qui passe du coup par les cyanobactéries? Pourquoi est-ce qu'il y avait une telle obsession en fait pour les cyanobactéries et du coup c'est que maintenant qu'on se dit en fait... Comme je vous disais juste avant, je pense que c'est surtout que quand on partait en expédition marine et qu'on prenait la colonne d'eau, qu'on prenait un échantillon d'eau pour mesurer l'activité de cette enzyme, hop, ça fonctionnait tout de suite, qui était la cyanobactérie qui était la plus représentée. Souvent, c'est Trichodesmium, par exemple, qui est la plus connue dans les diazotrophes cyanobactériennes. Donc, ils ne sont pas allés chercher plus loin. Là, je sais qu'il y a eu une recherche il n'y a pas longtemps du côté de... Alors, je ne sais plus si c'est Madagascar ou Mayotte. Et ils avaient échantillonné au sud et au nord de l'île. Au sud de l'île, diazotrophie qui fonctionne super bien, majoritairement Trichodesmium. Ils vont au nord, ils échantillonnent, donc c'est toujours à un temps donné, majoritairement des diazotrophes non cyanobactériens, mesure 0. On veut bien, et je pense qu'ils ont envie de nous croire, ils ont envie de se dire ouais d'accord, on a peut-être laissé ça trop de côté, en fait il y a peut-être quelque chose à travailler. Et puis au final, on n'arrive pas à mesurer quelque chose. Donc, est-ce que c'est lié peut-être à une méconnaissance? Est-ce que, comparé aux cyanobactéries, elles ne le font pas tout le temps? Est-ce qu'elles le font qu'à un temps très précis ou à des conditions très précises, des profondeurs précises? On ne sait pas. D'accord. Et c'est pour ça l'importance de ma thèse et des travaux actuellement qui se passent pour essayer de mieux comprendre. Notamment, une partie de ma thèse va être de travailler notamment avec le LEMAR en biogéochimie et de mesurer pour la première fois un flux. Cette part que vous me posiez comme question de cette diazotrophie, chez la cyanobactérie, elle est connue, mais chez ces diazotrophes-là, on ne la connaît pas. Donc là, je le fais que pour une espèce. Je vous ai parlé d'une grande diversité. Donc je pense que le but, c'est que mon travail puisse être appliqué à d'autres bactéries. Et en tout cas, j'essaye actuellement, je n'ai pas encore la réponse, mais je travaille actuellement, je la mets dans des conditions qui, depuis le début de ma thèse, j'ai caractérisé. Je sais qu'à cette concentration d'oxygène, dans ce milieu-là, je suis au maximum de ce que je peux faire pour lui donner une diazotrophie optimale, une enzyme optimale, pour qu'après, on puisse mesurer et que je puisse vous dire, OK, dans telle condition, on peut avoir cette force-là de flux. D'accord. Mais il faut me prendre des pincettes en se disant que c'est
purement laboratoire. Ouais, ok. Maintenant, il faudra aller voir si ça fonctionne au milieu marin. D'accord, ok. Donc, Et du coup, est-ce que tu peux en dire plus sur la bactérie précise qui t'intéresse? Alors, la mienne, elle s'appelle Vibrio diazotrophicus. Donc, elle a été isolée d'un oursin au niveau de la Grande-Bretagne dans les années 80. Et ce qui était très amusant à l'époque, ils avaient fait un test. Ils avaient mis leurs oursins dans un aquarium et ils avaient fait buller un peu de quinzaine. Donc, c'est comme ça qu'on marque en fait l'azote. On va utiliser un azote isotopique donc, qui va être marqué. D'accord. Et lorsque l'oursin va faire circuler donc l'eau, il fait circuler ça dans son tractus intestinal. En fait, il y a une sorte de cavité où va passer en fait ce flux d'eau. Et dedans, où ils ont trouvé cette bactérie, il y a donc cette fameuse bactérie diazotrophe qu'ils ont isolée par la suite. Et quand ils vont découper après l'oursin, ils ont retrouvé dans les tissus le quinzaine. D'accord, ok. Il ne l'a pas mangé, ça a été bullé. Donc c'était forcément sous forme gazeuse. Et comme je vous ai dit avant, on ne peut pas, l'animal ne peut pas assimiler ce gaz, il ne peut pas le respirer. C'est qu'il y a forcément un intermédiaire. Et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés à vouloir s'intéresser au microbiote et qu'ils ont trouvé cette diazotrophe non cyanobactérienne. Et comment on est aussi sûr que l'oursin ne peut pas fixer directement l'azote? Enfin, même que les animaux ou nous, même directement. Qu'est-ce qui fait qu'on en est aussi certain? Alors, comme on dit toujours, la vérité n'existe pas chez les scientifiques. Tout peut être mis en cause. La vérité n'existe pas. Mais c'est vrai que c'est une vérité qu'on m'a dit, que j'ai gardée en tête. Et c'est vrai qu'elle n'a pas été remise en doute. Ok, donc on considère qu'il y a suffisamment de preuves aujourd'hui pour dire que en fait, il n'y a que des bactéries qui sont capables, qu'il faut posséder en tout cas cette enzyme-là. D'accord. Peut-être qu'un jour on découvrira une autre, mais en tout cas on est sûr que c'est grâce à celle-là uniquement, de ce que l'on sait là en 2025, qu'on est capable de convertir ce diazote en quelque chose d'assimilable. D'accord, ok. Voilà. Et donc du coup, l'oursin, donc on lui a mis de l'azote marqué radioactivement, et après on s'est rendu compte que du coup, dans ces tissus, il s'est retrouvé l'azote. Donc, et c'est comme ça qu'on a compris en fait qu'il y avait cette bactérie et qu'on a pu l'isoler, quoi. Exactement. C'est comme ça qu'ils se sont dit, voilà, il y a forcément quelque chose dans son microbiote qui a permis du fait de cette vérité générale où l'oursin était incapable de l'assimiler tout seul. Il y avait forcément un prokaryote. C'est vraiment uniquement les prokaryotes qui sont capables de le faire et vraiment celles qui possèdent la nitrogénase. Donc il a suffi d'isoler sur ces différents milieux et ils ont vraiment trouvé, caractérisé, mesuré sa capacité diazotrophique et elle a été après oubliée. D'accord. Et est-ce que tu peux en dire plus sur ce que tu fais au quotidien avec cette bactérie justement? Mon rapport avec elle change avec les années, on va se dire. En première année, elle avait beaucoup de mystères. Donc on partait dans une histoire où il fallait déterminer quels sont les métabolismes mis en place quand on la met dans un milieu pauvre en azote. Quand on lui dit, écoute, là, t'as pas le choix, il faut que tu fasses la diazotrophie, sinon tu ne survis pas. On avait déjà un petit peu des idées, on savait à peu près dans quel milieu elle était capable de faire cette diazotrophie. On a prélevé cette bactérie et on l'a envoyée au séquençage. Et en comparant avec un milieu très oxygéné, très riche en azote, avec un milieu pauvre en azote et pauvre en oxygène, quels étaient les métabolismes mis en place. Et à partir de là, j'ai sélectionné des gènes intéressants et je me suis amusée à enlever tout ça. Voilà, donc moi j'ai créé énormément d'OGM, donc de cette bactérie génétiquement modifiée, et je me suis entre guillemets amusée, parce que je m'amuse bien dans mon travail là-dessus, à lui enlever des gènes et lui dire voilà, maintenant tu fonctionnes comment, pour essayer de savoir pourquoi ce gène-là est surexprimé dans un milieu où elle est censée faire la diazotrophie. Donc on part au départ avec une bactérie très mystérieuse et petit à petit, et c'est rigolo parce que peut-être que je prends vraiment ma bactérie comme quelque chose limite d'animal en fait. Et elle est un peu comme nous, je me suis rendu compte assez rapidement et ça a été je pense le premier moment où je me suis dit ah ouais ça y est je suis chercheuse, c'est que d'un seul coup avec cet amas de chiffres que j'avais, je vois plein de métabolismes de l'azote qui se baladent. Je me dis c'est pas normal, hein. Elle a rien à manger, je lui donne pas d'azote à manger, et j'ai plein de métabolismes de l'azote qui s'allument à droite à gauche. Je dis c'est pas normal. Puis j'allais voir mon chef et je lui dis
Imagine, elle est feignante. Elle voit tout cet azote qu'il y a autour, qu'elle n'a pas. Éventuellement, il y a peut-être quelques mortalités cellulaires, il y a peut-être des acides nucléiques, des acides aminés qui se baladent. Et en fait, peut-être qu'elle ouvre tous ces métabolismes-là, qui sont moins énergivores que éventuellement utiliser sa nitrogénase, pour essayer de capter tout ce qu'elle peut. Et donc, j'ai travaillé avec ces milieux minimums, où elle n'a pas de croissance si je ne lui rajoute rien. Et là, je vais lui rajouter de l'acide aminé, ou un acide nucléique. Elle a une croissance. Combien de temps en tant que chercheuse, parce que c'est vrai qu'au départ, mon chef fait des gros yeux, il dit non, c'est un peu bizarre quand même. Puis bon, au final, si. Elle va vraiment en fait mettre tous ces métabolismes en surexpression dans un milieu pauvre en azote, et elle va essayer de choper un peu tout ce qu'elle peut trouver. D'accord. Donc déjà, je commence à avoir une autre vision de cette dernière. Et après, je vais vraiment tout tester. Là, l'objectif pour moi, c'est pas forcément plus de la comprendre, c'est plutôt dans quelles conditions tu es OK pour faire la déseutrophie. D'accord. Après que tu es OK, je verrai dans un autre laboratoire quelle est ta force en fait de cette conversion de cet azote gazeux sous forme assimilable. D'accord. En fait, la démarche, c'est un peu de la priver de choses dont elle a l'habitude, jusqu'à ce que, en fait, elle soit forcée de passer par un autre mécanisme, pour fixer l'azote, quoi. Voilà, c'est ça. Au début, on travaillait sur un milieu qui avait été mis au point dans les années 80, et ils mettaient de l'extrait de levure. Sauf que l'extrait de levure, c'est plein d'azote. Donc j'arrivais pas en fait à faire de la déseutrophie avec ce milieu-là. Ouais. Voilà, j'ai dû faire tous ces ajustements. Un milieu oxygéné, elle le fait pas. Elle fait pas cette réaction enzymatique. Si j'enlève totalement l'oxygène, ça marche pas non plus. Donc il a fallu créer un milieu où on va rajouter en fait du gel gomme. Donc ça va créer une viscosité dans mon milieu. Il va être légèrement gélatineux pour caricaturer. Et je ne vais pas agiter. Parce que l'agitation, ça permet d'oxygéner un milieu. Et là, d'un seul coup, on va créer, la bactérie va respirer donc ce qu'il y a dans ce tube, et il va uniquement y avoir le gaz qui se dissout en fait par l'espace de tête dans le milieu. Et ça, on se rend compte quand on met une sonde qu'on a un gradient d'oxygène qui s'est créé. D'accord. Très oxygéné dans l'espace de tête, on commence à planter beaucoup d'oxygène, et après on est en anaérobie, donc c'est-à-dire en absence d'oxygène à partir d'une certaine profondeur. D'accord. Et ma bactérie pousse en anneau. Elle va pousser à un endroit, mais très fin, ça fait même pas 1 millimètre, la largeur de cet anneau-là. Elle pousse uniquement là, et c'est entre 0 et 20 micromolaires d'oxygène, donc on est quand même très précis. Et là, donc je travaille beaucoup plus précisément au Lemar, et je travaille dans ce même milieu, où je vais rajouter ma fameuse bulle de cet azote marqué sous forme gazeuse. Et là, je rajoute plus ma viscosité. Je remplis juste mon tube à fond et je vais sceller ce tube-là. La bactérie n'a plus accès à cet azote atmosphérique. Elle va uniquement avoir le gaz qui est dissous. Elle va consommer l'oxygène. Donc j'ai mis une électrode dans mon tube et je vois donc cette concentration d'oxygène qui diminue. Et petit à petit, je sacrifie mes tubes. C'est-à-dire que j'en prends 3, je les débouche et je concentre tout sur un filtre à mes bactéries. Et je mets ça dans une machine qui est capable de me dire « Ok, à cette concentration-là d'oxygène, la déseutrophie, elle a quelle force ?» Je mesure ce qu'on appelle un flux de quinzaine. C'est combien de molécules de quinzaine par minute par cellule. D'accord. Et c'est ça qui me donne en fait la force désotrophique. Et je vais pouvoir savoir si en fait cette histoire de 20 à 0... Elle a une... Pourquoi c'est aussi précis ? L'hypothèse qu'on a, c'est que l'oxygène, la respiration permet d'avoir de l'énergie. Énergie qui, je rappelle, est très importante pour fonctionner avec ma nitrogénase, qui n'aime pas. Donc en fait, entre 0 et 20, ce serait peut-être... mais ça, j'ai pas encore la réponse. D'accord. En fait, la question, c'est est-ce qu'il y a une fenêtre, un équilibre magique entre il y a trop d'oxygène, donc le processus ne marche plus, et en fait il n'y a plus d'oxygène, donc j'ai plus d'énergie, donc je ne peux plus rien faire en fait. Voilà, exactement. Okay. D'accord, ok. Et parce que du coup, ça serait quoi l'implication en milieu océanique est-ce qu'on retrouve aussi par exemple un gradient d'oxygène avec approche de la surface, on a plus d'oxygène, et plus on va dans les profondeurs, moins on a d'oxygène, ou est-ce que c'est un peu plus complexe que ça ?
Alors, c'est un peu plus complexe que ça, sachant que elle n'a pas forcément besoin de lumière. Hein. Donc, comme elle ne fait pas de photosynthèse, éventuellement, on pourrait la trouver dans des océans un peu plus profonds. Parce que plus on va en profondeur, plus on va avoir une augmentation de la pression. Pression qui a un lien avec l'oxygène, parce que quand on est en absence d'oxygène, on va commencer à créer une pression, et je ne connais pas vraiment l'impact que ça a sur la santé de la bactérie en elle-même. D'accord. Voilà, ça c'est le problème. Et l'océan, c'est le côté aussi magique de l'océan, c'est que c'est un cycle continu. Donc à un moment, il y a l'azote qui va sortir, à un moment, ça ne va pas sortir. Et pour l'oxygène, c'est pareil. On a ce qu'on appelle des OMZ, donc c'est des zones minimum d'oxygène qui apparaissent et qui disparaissent. Donc il y a des endroits sur la carte que les océanographes arrivent à repérer et sont assez fréquents, mais même ça bouge tout le temps. Et on a déjà des articles qui ont montré que dans ces milieux minimum d'oxygène, donc minimum ne veut pas dire zéro, veut dire qu'éventuellement il y a encore un peu d'oxygène, on retrouve beaucoup de diazotrophes. Parce que faut se dire qu'il y a un cycle perpétuel. D'un seul coup, on va avoir des cyanobactéries, des microalgues qui vont énormément respirer l'oxygène. D'un seul coup, il n'y a plus d'oxygène, ou quasiment plus. Hop, les diazotrophes redeviennent majoritaires parce qu'elles vont aimer ce milieu-là. Elles vont faire éventuellement de la disotrophie, chose qui n'a pas encore été mesurée. Parce qu'en fait, ça dépend toujours de quand est-ce qu'on échantillonne. Ouais. Les océanographes, quand ils viennent, ils passent, ils prennent, ils s'en vont. C'est rare qu'on échantillonne toujours au même endroit. Et est-ce qu'on échantillonne au bon endroit ? Logiquement, avec toutes les caractéristiques que je suis capable de sortir après, je vais peut-être pouvoir indiquer un peu aux océanographes où est-ce qu'il faut potentiellement échantillonner et à quel moment. Ah, ça c'est quand l'OMZ, donc cette zone minimum d'oxygène, pointera le bout de son nez. Sinon, la caractéristique de Vibrio disotrophicus est qu'elle a été retrouvée dans un animal. D'accord, ouais. Qui est l'oursin. Elle a été retrouvée également chez l'anémone et également dans des sédiments très profonds. Donc, potentiellement, si un jour il y a des campagnes qui permettent d'analyser le microbiote de d'autres animaux marins, peut-être qu'on se rendra compte qu'en fait, il y a beaucoup plus de diazotrophes chez les animaux, mais en tout cas, on n'a pas cette donnée-là encore. C'est une donnée qui nous manque. Mais dans les animaux, dans ces microbiotes-là, pareil, hein, l'oxygène, le taux d'oxygène est assez faible. Ouais, donc okay. Ce sont des zones propices pour des diazotrophes pour s'établir. D'accord. Et a priori, on devrait la retrouver que dans des animaux marins, quoi, pas... Alors, il y a j'avais cru voir à un moment un article qui disait qu'on voyait des diazotrophes aussi chez les humains. D'accord. Il y aurait des diazotrophes également en nous. On a des bactéries qui ont cette capacité de fixer cet azote sous forme gazeuse et d'en créer quelque chose qui va être beaucoup plus intéressant pour nous. Donc au final, on vit avec, hein, mais après c'est les côtés beaux des bactéries. Il y a les bactéries pas gentilles et des bactéries qui au contraire nous aident énormément. Donc peut-être qu'on la trouvera uniquement dans les animaux, mais je travaille encore une fois sur une bactérie. Il y a une diversité tellement monstrueuse de bactéries qu'on a trouvées dans l'océan. C'est une recherche qui, j'espère, a de l'avenir, en fait. D'accord, ok. Et tu disais plutôt que en fait, tu fabriquais un peu des nouvelles bactéries. Enfin, en gros, tu faisais beaucoup d'OGM de bactéries. Enfin, comment ça se passe concrètement comment on fait pour retirer des gènes à une bactérie comme ça ? Comment on retire un gène ? Je vais essayer d'expliquer assez simplement. L'ADN, il est libre de notre bactérie. Donc, on connaît, ça a été séquencé. On a eu de la chance quand j'ai commencé ma thèse, c'est que l'ADN avait déjà été séquencé pour ma bactérie, ce qui est vraiment très pratique quand on veut commencer à faire de la mutation. La technique que j'utilise, c'est la technique du plasmide suicide. Wow. Mais vraiment du beau suicide, hein, vraiment côté suicidaire, il y a vraiment un plasmide suicide. Okay. Donc vraiment, il n'y a pas de jeu de mots, il y a vraiment un lien scientifique derrière, comme je vais le dire. Dans ce plasmide, en fait, on va mettre un gène avec une toxine produit que si je rajoute un sucre. Donc voilà, donc dans mon cas, ça a été le L-arabinose, mais voilà, si je mets ce sucre, et que ma bactérie elle a ce plasmide-là, et ben cette bactérie va mourir parce que le plasmide que j'aurais inséré dedans va produire une toxine. D'accord. C'est ça le but de la bactérie du plasmide suicide.
Donc, elle va essayer de se débarrasser de ce plasmide. Et donc, on va créer ce qu'on appelle une recombinaison. Ça veut dire que la bactérie va essayer de mélanger son ADN avec le plasmide. Et donc, elle va faire un mélange pour essayer d'enlever ce qu'elle aime pas, quoi. Celles qui n'auront pas réussi, elles meurent. Celles qui réussissent auront inséré ce qui m'intéresse. Et donc là, je peux mettre plein de trucs. Et pour la mutation de gène, donc je vais rajouter une séquence que je retrouve en amont de mon gène et en aval. D'accord. Ça va forcer la recombinaison. Elles vont se dire « Ah bah tiens, ce plasmide-là, ça colle avec cette partie-là de mon ADN. Hop, on se met dessus et ça va recombiner. » Je mets mon... Donc elles vont recombiner une première fois. Hop, c'est bon, elles sont placées. Mon plasmide est dedans. Et là, je mets mon sucre. Oh, zut, il y a le sucre. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut tout de suite enlever ce plasmide suicide. Et donc, elle va recombiner sur elle-même. Et soit elle va réussir à enlever donc, ce fameux gène qui l'embête, qui produit donc, cette toxine. Et en même temps, soit je vais retrouver en fait ma bactérie sauvage, soit je vais pouvoir avoir mes bactéries qui, en faisant ces recombinaisons, ont perdu le gène que j'ai ciblé. Ah ouais. Et donc là, en fait, j'ai besoin seulement de faire une PCR. Donc, c'est une technique qui permet de séquencer donc, la région de l'ADN qui m'intéresse. Donc, bien sûr, la région avec ce gène. Si j'ai un tout petit truc qui est séquencé, c'est qu'elle a perdu ce gène. Alors que si elle est longue, c'est-à-dire qu'elle comprend mon gène quand elle a séquencé. Et donc ça, après, on voit ça sur des plaques où on voit des petits bouts qui vont migrer. Donc si elle migre très lentement, c'est que c'est très gros. Si ça migre très vite, c'est que c'est très petit. Et donc c'est comme ça que je vais pouvoir sélectionner voilà, ce clone-là, cette colonie-là. Ce sont des bactéries qui ont perdu le gène. Donc c'est celle-là que je garde et je vais après conserver ces bactéries. Je vais les cryogéniser. Je vais les garder au moins 80. Et après, j'ai un registre de tous les organismes que j'ai génétiquement modifiés, notamment les bactéries intermédiaires qui m'ont aidé à faire ces différentes recombinaisons dans l'ADN de ma Vibrio des Eutrophycus. Ah ouais. Et du coup, après, une fois qu'elles sont à moins 80, dans 20 ans, on pourra les utiliser. Dans 30 ans, dans 40 ans, c'est le but de la cryogénisation. C'est vraiment de pouvoir qu'elles soient conservées et que dans plusieurs années, quelqu'un d'autre puisse travailler dessus. Et on peut les ressusciter. Ça leur fait rien d'être cryogénisés à moins 80. Oui. Ah mais c'est incroyable ça. C'est le côté très pratique, c'est qu'on peut mettre en pause la vie. Ah ouais. On peut vraiment mettre en pause. Donc après, bon, ils essayent de l'appliquer sur l'humain, mais c'est encore autre chose. Mais chez les bactéries, c'est quelque chose qui fonctionne. On va vraiment ralentir le cycle cellulaire. Donc on sait qu'au bout de quelques années, on peut avoir une petite diminution, comme s'il y avait un peu de mortalité dedans. Donc ça peut nous arriver d'en ressortir et de les reconserver. Mais ça, c'est parce que chaque bactérie est différente. Voilà. Mais c'est vrai que c'est assez pratique de pouvoir mettre en pause. Et c'est facile j'imagine que par exemple si tu veux commander des bactéries d'une certaine espèce, comment ça se passe, est-ce qu'il y a tu contactes un laboratoire et tu dis voilà, est-ce que vous pouvez livrer telle bactérie congelée C'est ça. Il y a de la collaboration comme ça entre laboratoires où on va discuter, écoutez, là je travaille sur ça, j'ai vu que vous travaillez sur celle-ci aussi, est-ce que c'est possible de collaborer, est-ce que vous pouvez me l'envoyer ? Et donc on se retrouve à envoyer des boîtes de pétri par la poste. Non, on a un service de livraison, mais vraiment on va envoyer par colis. Eux ils vont ressortir du moins 80 s'ils acceptent leurs bactéries donc de la cryogénisation. Ils vont l'étaler sur une boîte de pétri, donc c'est une boîte où on va pouvoir cultiver nos bactéries, et mettre ça sous bulle, et puis c'est envoyé. Et puis voilà, puis nous on la récupère, on la relance, on la remet en culture, et on va la cryogéniser de notre côté. Et donc c'est comme ça, mais c'est vraiment... La science fonctionne à plusieurs, on a vraiment besoin de ces collaborations entre scientifiques pour pouvoir avancer. Et par exemple... un fait plus ou moins anecdotique. Ma bactérie, elle est très peu connue, comme je vous ai dit, elle a été trouvée chez l'oursin. Elle n'a pas forcément l'impact absolument incroyable parce qu'elle n'a pas été trouvée dans la colonne d'eau, qui représente quand même une bonne partie des océans, plus que l'oursin en lui-même.
Et donc actuellement, on a une scientifique au Canada qui a réussi à trouver et à isoler au laboratoire une bactérie présente dans les océans. Et voilà, et là, on essaye de trouver une collaboration pour pouvoir travailler avec elle et potentiellement appliquer tout mon travail, toute ma méthodologie en fait, à l'étude de cette nouvelle bactérie-là. Et c'est là qu'on se rend compte que ces collaborations entre France et Canada est importante et à quel point le monde scientifique on a besoin de travailler ensemble pour avancer. Et en parlant de travailler ensemble, toi, tu as une approche relativement multidisciplinaire, donc avec de la génétique, mais aussi d'autres méthodes. Est-ce que tu peux en dire plus et sur aussi l'importance de cette multidisciplinarité ? Alors ça, c'était le côté très sympa de ma thèse. On a été financé donc par le groupe de recherche Homer qui veut mettre en avant en fait cette interdisciplinarité et en fait montrer aux jeunes chercheurs comme nous qui faisons notre thèse à quel point c'est important de collaborer et à quel point il y a des sciences qu'il ne faut pas mettre de côté. C'est pas parce qu'on est spécialiste dans un domaine que les autres sciences elles ne servent à rien. On est tous complémentaires. Et donc je me suis retrouvée, moi microbiologiste, à travailler sur la génétique, biologie moléculaire, cellulaire, à travailler avec un biogéochimiste à Brest, donc Jean-François Maguire, et on travaille ensemble et il m'aide à avoir un recul énorme sur ma bactérie. Parce que moi, je travaille vraiment sur ma bactérie, il n'y a que ça dans mon champ de vision quand je travaille à Nantes. Travailler d'un point de vue génétique, j'ai mon milieu artificiel et voilà, et comment elle fonctionne vraiment à l'échelle parfois de la cellule unique. Et là, il m'oblige à prendre un gros recul et à me dire oui, mais maintenant, faut voir si dans l'environnement marin, on peut remettre en doute le calcul du cycle de l'azote. Est-ce que ta bactérie, elle a un lien après avec l'environnement marin? Et donc là, je me retrouve à discuter et à collaborer avec quelqu'un qui n'a pas du tout la même façon de parler que moi. C'est vrai qu'on se rend compte, on a vraiment chacun notre vocabulaire et par le biais de nos études, en fait, on est vraiment centré sur un vocabulaire, sur une façon de parler. Et là, on s'ouvre l'esprit et on va vraiment essayer de comprendre... j'ai envie de dire, c'est comme si tous les scientifiques, on était tous des espèces différentes. Travailler avec un bioinformaticien, avec un chimiste, avec un microbiologiste, ça peut parfois donner des conversations très rigolotes. Hein, et des moments où on se regarde pendant 30 minutes et on a juste un mot en commun qui ne veut juste pas dire la même chose. Donc depuis tout à l'heure, on ne se comprend pas. Ah ouais. On a eu des situations assez cocasses, mais voilà, ça nous ouvre le champ des possibilités, même pour nous, la recherche de plus tard. Parce que la recherche de plus tard, je pense qu'elle se veut interdisciplinaire. On a bien avancé chacun dans son coin, maintenant il faudrait voir si on avance plus loin ensemble. Donc voilà, message plein de lumière que j'apporte. Et est-ce que du coup tu peux en dire plus sur ton quotidien? En fait, tu es tout le temps derrière un microscope ou comment ça se passe aussi les phases entre les observations? En fait, quel est ton processus un peu de raisonnement et comment tu planifies un peu tes journées? Ouais, encore une fois, ça change aussi au fur et à mesure des années. Parce que là, je suis en 3e année. Donc, c'est sûr que derrière, j'ai un background où chaque année a été différente. La première année, voilà, ça a été vraiment... On ne sait pas trop, on touche à quelque chose. Au départ, je partais de la bibliographie. Donc, c'est la première étape d'un scientifique, c'est passer des heures à lire ce qu'ont fait nos pères. Et donc, et notamment chez ma cyanobactérie, quels sont les gènes qui sont importants pour elle? Est-ce que je peux retrouver la même chose chez ma bactérie, ma diazotrophe non cyanobactérienne? Et donc, j'ai commencé par des premières mutations. Voilà. Et en parallèle, je faisais de l'extraction génomique et donc passer beaucoup d'heures derrière un ordinateur pour lire, comme je disais, plein de chiffres et essayer de comprendre par ça quel était le comportement, le métabolisme de ma bactérie pour après définir d'autres gènes et muter. Et donc là, on touche un peu à l'aveugle, plus ou moins. Hein. Dans certains, on s'imagine que, et dans d'autres, on espère que. C'est vraiment le mot chercheur prend tout son sens à ce moment-là, on cherche. Et quand on tape dans le mille, on est très content. Donc quand on voit que oui, il y a une réaction de la bactérie, il y a quelque chose qui se passe, et que ça a un lien avec la diazotrophie, on est là, banco. Donc ça peut passer à beaucoup de travail en amont déjà de connaissances, parce qu'on ne peut pas partir comme ça à l'aveugle, il faut quand même qu'on ait un minimum de connaissances dans le milieu, donc beaucoup de travail de recherche en amont derrière un ordinateur.
travailler à la mise en place d'expérimentations. Donc dans les premières années, et même encore maintenant, on travaille énormément donc, avec nos responsables de thèse, où on met un protocole en place. Puis au fur et à mesure, on commence à trouver. Moi, j'ai de la chance de collaborer également avec un deuxième laboratoire parce que je travaille avec plein de machines différentes. Voilà, j'ai cette chance-là de ne pas travailler uniquement derrière un microscope. Je travaille aussi également avec le sésame pour faire de la chromatographie en phase gazeuse. C'est comme ça que je suis capable de déterminer si mon enzyme fonctionne ou pas. D'accord. J'ai deux façons de le savoir. Derrière un microscope, avec la construction de ce qu'on appelle des biorapporteurs. J'explique. On va en fait amplifier le gène juste en amont de ce qui code mon enzyme. Donc notamment ce fameux gène NIF-H dont je parlais plus tôt. Ok. Amplifier, en gros, ça veut dire qu'il va faire il va être exprimé plus de fois, c'est ça? C'est ça. En fait, je vais faire un copier-coller. Ok. Je vais faire un copier-coller, tout simple. Je vais prendre la région qui produit mon gène et je vais le copier dans un ADN autre, qu'on appelle aussi plasmide chez nous, en amont d'un gène dit rapporteur, et c'est un gène mesurable, c'est-à-dire qu'il va produire quelque chose que je peux mesurer. Okay. Et ici, ça va être la fluorescence verte. D'accord. Donc, scientifiquement, la Green Fluorescent Protein, la GFP. Okay. Je mets ça dans ma bactérie, création d'un nouveau OGM, comme on dit, parce que je vais rajouter quelque chose que moi j'ai créé dans la bactérie naturelle, et la cultiver dans différents milieux. Et après, lorsque je vais regarder dans mon microscope, je vais demander à mon microscope, voilà, tu vas exciter maintenant mes bactéries, tu vas lancer une longueur d'onde, pour parler au terminal scientifique, une longueur d'onde qui va exciter cette protéine qui est la Green Fluorescent Protein, et en vert vont s'allumer mes bactéries qui produisent la nitrogénase. Mais on n'est que sur de la production. Okay. Différentes étapes dans la production d'une enzyme. C'est déjà la lecture du gène, que je mesure par la fluorescence verte de mes bactéries, et après le côté où elle est formée. Entre ça, il y a toute une régulation post-traductionnelle qui existe, et là, mon but, c'est, ok, là, mon gène est exprimé, mais est-ce que derrière, l'enzyme, elle est active? Est-ce qu'elle fonctionne derrière? C'est-à-dire, mon usine, elle est produite, mais est-ce qu'elle est fonctionnelle? Est-ce qu'elle fonctionne, mon usine, après? Et c'est pour ça que je vais travailler au Sésame, où j'ai été formée à la chromatographie en phase gazeuse. Donc vraiment, j'ouvre en fait mon interdisciplinaire, et là, je vais vraiment mesurer l'activité de l'enzyme en elle-même. D'accord. Voilà. Mais qu'est-ce qui pourrait faire qu'elle est produite, mais pas utilisée ou non fonctionnelle? En fait, comme je vais travailler sur différents milieux, mais je vais surtout, à un moment, je me suis amusée à rajouter de l'azote. Parce que si elle s'amuse je dis ça comme ça, à vraiment attraper toutes les sources d'azote qu'elle trouve, et qu'après elle le dégrade en ammonium, en ammoniac, qui va être utile pour elle, peut-être que l'usine, elle va vraiment être réglée par la concentration d'azote présente dans son milieu. Voilà. Donc, j'ai rajouté des petites doses d'ammonium. Donc, je lui ai donné un peu à manger à chaque fois. D'accord. Et on est sur du micromolaire, donc c'est vraiment tout petit. C'est des toutes petites doses que je rajoute. Et j'ai vu que ça avait une influence et que ça diminuait en fait l'expression de mes cellules. Ok. Donc, vu que ça diminue l'expression de ma cellule, est-ce que ça a aussi une diminution sur l'activité de l'usine elle-même? Et oui, ça a été le cas. J'ai montré qu'il y avait une différence. Par contre, il y a une concentration clé, que j'ai fait plusieurs fois, qui est 0,5 micromolaire, où là je vois que mon expression est forte, mais mon enzyme fonctionne au ralenti, mais ralenti. Et donc là, on se dit, voilà, le rôle de cette régulation post-transcriptionnelle, est-ce qu'elle se dit, bon, j'en produis plein, mais je ne la rends pas active, parce qu'on ne sait jamais, je suis à la limite de, s'il y en a moins, j'active mon enzyme, il y en a plus, au final j'en ai pas besoin, je le dégrade après. D'accord. C'est l'activation en elle-même qui va être importante. Le fait qu'elle soit formée, qu'elle soit là, mais pas active, donc dans une forme non active, elle consomme ni énergie, et qu'il y ait de l'oxygène ou pas, on s'en moque, dans tous les cas, ça fonctionne, ça n'a pas pour but d'être fonctionnel. C'est juste préparer sa réserve, au cas où. Voilà, c'est ce qu'on pense. C'est vraiment la zone charnière. C'est la boîte à outils, mais en fait, il n'y a pas besoin de s'en servir, quoi. Voilà, c'est l'hypothèse en tout cas qu'on a. D'accord, ok. Et est-ce qu'il y a eu plusieurs moments un peu eureka au cours de ta thèse? Oui.
Oui. Mais c'est le côté génial. J'ai eu la chance d'avoir une thèse où j'avais des... En fait, tout était une découverte. Donc, dès qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait, c'était eureka. C'était vraiment... C'est là qu'on se dit, wow, ça, c'est cette adrénaline-là, ce bonheur-là qu'on a en tant que chercheur quand on a une hypothèse, qu'on fait l'expérience, qu'elle fonctionne et que la réponse, elle va dans le sens qu'on voulait. Mais même si elle ne va pas dans le même sens qu'on voulait, parfois, il suffit que l'expérience fonctionne et qu'importe le résultat, c'est un apport pour nous dans la science. Mais voilà, encore une fois, je pars sur quelque chose où on connaît peu de choses. Donc, les moments Eureka, j'ai eu la chance, j'en ai eu beaucoup. Notamment, comme je disais plus tôt, cette histoire où on voyait tous ces métabolismes de l'azote qui étaient surexprimés. On se dit, mais elle est vraiment capable de manger toutes ces sources d'azote. Et oui, elle est capable de manger plein de choses. Donc, il y avait déjà ce genre de découverte-là. Et la deuxième grande découverte que j'ai faite, c'est que j'ai réussi à la rapprocher avec un comportement de la cyanobactérie qui est, je vous parlais plutôt d'Anabaena, qui perdait sa chlorophylle et donc c'est une différenciation entre guillemets cellulaire où elle va perdre sa chlorophylle pour se spécialiser à la déseutrophie. Et ben moi j'ai trouvé quelque chose, c'est qu'avec cette fluorescence verte, il n'y a pas toutes mes cellules qui expriment ma nitrogénase. Il y a des cellules qui restaient éteintes. Ah, donc il y a de la coopération aussi, comme pour la cyanobactérie, quoi. Mais c'est impressionnant, elles ont toutes le même ADN, toutes, elles sont identiques. Mais non, il y a une partie qui le fait et une autre partie, on ne sait pas. Et si on rajoute de l'azote ou pas au début de la croissance, ça change aussi. La part de cellules qui va exprimer va changer également. C'est incroyable. C'est bien fait, ouais. Mais comment elles choisissent entre elles qui va payer la tournée des autres? Exactement. Franchement, il y aura une thèse, je pense, encore après moi. Il y aura des recherches encore après moi. Là, j'apprends en 3e année à me dire que je vais rester sur une question. Donc, il me reste quelques mois, mais c'est une question qu'on aimerait bien savoir. Franchement, mais c'est ce mystère-là qui est excitant en tant que chercheur, c'est que il y a encore quelque chose à aller chercher, à aller trouver. Et en effet, c'est très 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 intéressant. On appelle ça une hétérogénéité phénotypique. Ce côté où c'est pas homogène, c'est vraiment hétérogène. Peut-être qu'il y a des cellules, on sait que les bactéries sont capables de communiquer entre elles. Elles ont une communication, on appelle chimique. Elles sont capables chimiquement, de se dire, toi, tu fais comment ? Donc, il y a encore beaucoup de travail là-dessus et j'espère qu'on saura pourquoi il y en a une qui trinque et pourquoi pas l'autre. Et autre question, l'idée c'est, est-ce qu'elles ne changent pas ? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas ceux qui travaillent de jour et ceux qui travaillent de nuit ? Est-ce qu'il n'y a pas, on ne sait pas aussi, parce que la fluorescence que je mesure, c'est une fluorescence qui s'accumule et je mesure après à peu près 15 heures de croissance. Au bout de 15 heures, voici toutes les cellules qui ont exprimé. Mais est-ce que toutes les cellules, elles ont exprimé l'une que 2 heures ce matin, l'autre 2 heures l'après-midi, l'autre 2 heures là, et celles qui sont éteintes, en fait, elles vont exprimer plus tard. Ouais, ok. Voilà, c'est une science encore qu'on n'a pas, et on a plein d'idées en tête, de nouvelles expériences qu'on va pouvoir faire. Mais en effet, ça va être très intéressant de savoir pourquoi certaines le font, pourquoi certaines ne le font pas, et surtout, elles font quoi les autres ? C'est vrai, on ne sait pas. Mais ce qui a l'air vraiment fascinant, c'est qu'en fait, c'est assez rapide. En fait, ça se compte en heures, les observations. Et à chaque fois, en fait, on peut assez rapidement aller aux conclusions, faire une nouvelle expérience. Et c'est pas comme si on devait on devait élever un nouvel animal et qu'en fait, il y avait des années entre chaque cycle, quoi. Ah oui, c'était le plus amusant quand je travaillais avec un biogéochimiste qui a l'habitude de travailler sur des gros aquariums, des macroalgues. J'étais là pendant quelques semaines et puis il me disait « cette semaine on fera ça, la semaine prochaine on fera ça ». Je dis « Mais ça va pas, j'ai dit « la mienne en 24 heures elle est finie. Hein. Ça, je te prépare les milieux là, demain on fait ça, après-demain on fait les mesures et puis là je peux déjà réenchaîner, je réinocule le soir, demain on repart en manip ». Ça va aussi vite que ça? Oui, c'est une bactérie, quoi. Elle est rapide. Puis en plus, on la met dans un milieu qui va favoriser, en fait... elle a quand même une croissance assez rapide. Donc c'est sûr que quand on travaille et quand on discute avec d'autres scientifiques, par exemple, on en a d'autres... dans mon laboratoire qui travaillent sur les microalgues, quand ils me disent que pour certaines expériences, ils doivent attendre 1 mois. Ouais. Et si dans 1 mois, ça n'a pas fonctionné, on repart sur 1 mois.
Je pourrais pas. C'est pour ça que j'ai choisi les bactéries. Je suis pas patiente. Je suis pas patiente. J'aurais pas pu attendre un mois à chaque fois les résultats. Donc non, ça me va très bien. Les bactéries sont bien rapides et j'ai cette chance-là d'aller peut-être un peu plus vite. D'accord, ok. Bah, ça, c'est un bon conseil pour, pour des impatients ou des impatientes. Les bactéries, ça, c'est rapide. Ouais, les bactéries, voilà, ils sont un peu plus rapides. Mais après, toutes les sciences ne sont pas à mettre de côté. Je comprends ceux qui travaillent sur les microalgues pour avoir aussi déjà travaillé dessus. Mais il y a ce côté frustrant quand ça ne fonctionne pas. Et ça, c'est ce qu'on découvre, nous, quand on fait notre thèse. On découvre le métier de chercheur, ce n'est pas que des eureka. Malheureusement, il y a des moments où c'est plus compliqué. C'est ces moments-là qui font que les moments eureka sont meilleurs. Exactement. Est-ce que tu peux en dire plus un peu sur le lien avec les modèles biogéochimiques et peut-être dire pour du coup des futures potentielles thèses qui creuseront ce lien, en fait, quelles sont les questions qu'il va falloir approfondir? La grande question, c'est pourquoi on n'arrive pas à mesurer cette diazotrophie dans les océans. Pourquoi, actuellement, il n'y a qu'en laboratoire qu'on arrive à le mesurer. Donc là, j'ai donné des conditions. Les conditions où moi, j'ai vu que ça fonctionne. Après, on est dans un milieu qui n'est pas non plus marin. Marin, que je rappelle, qui est toujours en constante mouvance. Donc, encore une fois, par ces petites informations-là, arriver à être là au bon endroit et au bon moment, et ce bon endroit et bon moment, ça va être les biogéochimistes, les océanographes potentiellement qui vont trouver, et j'espère de nouvelles expéditions marines ou des bouées qui vont être mises en place, où on va pouvoir aller échantillonner dès qu'on voit que l'oxygène atteint une certaine concentration à telle profondeur. Voilà, il y a beaucoup d'enjeux pour les ingénieurs futurs pour créer ce genre de machine-là. Prélever au bon moment, et c'est vraiment ce bon moment en fait qui, je pense, est à capturer, parce que encore une fois, on ne sait pas si la diazotrophie est continuelle. Quand je mesure par exemple avec ma protéine fluorescente, je sais que mes cellules l'ont exprimée, et pareil quand je fais de la chromatographie en phase gazeuse, c'est de l'accumulation que je calcule. Je ne sais pas combien de temps ça prend. Donc j'espère qu'avec déjà ce que je fais un peu en biogéochimie et au LEMAR, mon protocole va me permettre de savoir un peu plus au niveau du temps. À quel moment c'est et au bout de combien de temps ça permet de. Notamment par ce mesure en flux par minute. Mais voilà, et éventuellement, en fait, le fait qu'on ne peut pas mesurer cette accumulation quand on va prélever, c'est vraiment un instant T. Voilà, donc c'est pour ça, c'est tout l'enjeu des scientifiques de demain. Et même si potentiellement elles n'expriment pas longtemps ou à des endroits encore inexplorés, il ne faut pas forcément remettre en doute son importance éventuelle dans le cycle de l'azote marin. D'accord. Et tu disais que c'est une histoire de moment, enfin prélever au bon moment. Est-ce qu'il y a aussi prélever au bon lieu? Et si oui, est-ce que géographiquement, il y a des endroits où on a plus intérêt à aller chercher qu'à d'autres? Éviter les côtes. Parce que les côtes, malheureusement, sont très souvent contaminées en azote. C'est dû à à l'essorage, comme on appelle ça, de la terre qui va se déverser après dans l'océan. Donc tout ce qui est chargé en azote, même si on trouve parfois des diazotrophes, c'est pas forcément là qu'on va mesurer une activité. Il va falloir regarder un peu plus au large. Et après, essayer de repérer des endroits, comme je l'ai dit, où on a plus souvent vu la création donc, de ces zones minimales en oxygène, ces OMZ, où éventuellement on va atteindre une concentration favorable, en tout cas chez Vibrio diazotrophicus, pour mesurer. Encore une fois, il existe tellement d'autres diazotrophes. Je pense que tous les diazotrophes, comme les cyanobactéries, n'ont pas toutes la même stratégie, la même tolérance en oxygène. Par exemple, ce qui a été un peu amusant à voir, c'est que j'ai travaillé sur une Vibrio diazotrophicus dans les sédiments profonds, donc à plusieurs mètres de profondeur dans le sable, dans le fond marin. Ils ont trouvé donc des vibrios avec une expression en fluorescence qui était assez stratosphérique. Je crois que j'étais à 5 fois supérieure à ce que je pouvais mesurer avec celle de l'oursin, donc un promoteur bien puissant qui devait produire sûrement beaucoup de nitrogénase. Et derrière ça, quand je rajoutais de l'ammonium, donc quand je lui donnais de l'azote à disposition, l'expression était toujours aussi forte.
Elle diminuait en effet, mais elle était toujours aussi forte, quand même assez présente. Et par contre, quand je mesurais en chromatographie en phase gazeuse sur la fonctionnalité de cette nitrogénase, eh ben, je voyais qu'elle était quasiment superposable avec celle de l'oursin. D'accord. Donc voilà, comme quoi l'activité promotrice donc, de l'expression de l'enzyme et son utilité, voilà, est-ce qu'elle n'a pas une utilité ailleurs, hein. Donc il y a encore beaucoup. Là, j'ai plus de questions en effet à vous laisser que de réponses, hein. Ok. Et par curiosité, est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir des applications à la biochimie où on pourrait en fait exploiter un peu certains processus ou certains mécanismes pour, par exemple, fabriquer des engrais ou pour nous exploiter l'azote de l'atmosphère, quoi. Bah, carrément, hein. Il y a vraiment des possibilités qui peuvent être faites après. La nitrogénase est déjà étudiée d'un point de vue enzymatique, en biochimie. Voilà, elle est déjà étudiée. Les diazotrophes, on les exploite déjà dans les terreaux. Voilà, souvent, on a des terreaux spécialisés pour certaines plantes. C'est pas pour rien, c'est parce que souvent, on va mettre des bactéries dedans qui sont faites pour ces plantes-là, parce qu'on sait que c'est des bactéries qui vont aider ces plantes, et notamment des diazotrophes. Parce qu'on a besoin de ces fixateurs d'azote, parce que les sols peuvent être aussi pauvres en azote et permettent d'avoir toujours ce gain d'azote pour les plantes. Et ben en fait, pour les environnements marins, pareil. En fait, peut-être qu'on se dira que dans les aquacultures, si un jour on ne peut plus cultiver nos poissons en pleine mer à cause de la pollution, peut-être que ça fera partie de l'ingrédient de base des aquariums, de l'enrichir toujours avec des bactéries diazotrophes. Attention, hein, faut pas trop manipuler le microbiote, il y a quand même un équilibre. Il faut pas toujours trop enrichir en quelque chose, parce que trop de diazotrophes peut être dévastateur pour une autre bactérie qui peut être utile. C'est toujours une question d'équilibre. Mais en effet, on pourra éventuellement enrichir certains aquariums de ces diazotrophes pour que on se retrouve avec des aquacultures en bonne santé, vu éventuellement de mettre moins de nourriture riche en azote par la suite dans l'aquarium, vu qu'elle a déjà quelque chose qui lui permet d'assimiler l'azote atmosphérique, où on n'a pas besoin, il coûte pas cher, hein, cet azote-là. Non, c'est sûr, c'est sûr. Donc je pense qu'il pourrait y avoir des applications par la suite, et les biochimistes pourront nous dire éventuellement plus tard si l'enzyme elle a une utilité ailleurs. Non, c'est sûr, c'est sûr. Après, c'est vrai que je pense que la plupart des gens ont un rapport un peu particulier aux bactéries, où ils pensent que c'est quelque chose de sale dont il faut se débarrasser absolument. Mais en fait, là, on se rend compte que ça peut même être vital dans la mesure où en fait, nous, on a besoin d'azote. On n'est pas capable, même si ce qu'on respire, c'est à 78% de l'azote, on ne peut rien en faire. En fait, si on mange, par exemple, les fruits d'une plante dont l'azote vient de ces bactéries-là qui lui a fourni, en fait, on est dépendant, pour nous, notre constitution de cette bactérie, quoi. Mais bizarrement, on est toujours plus attiré par ce qu'on voit que par ce qu'on ne voit pas. Et c'est vrai que quand ce qu'on ne voit pas, ça a ce côté très mystérieux, et éventuellement on se dit, si on ne le voit pas, c'est que ça ne doit pas être important. Sauf que là, souvent, je rappellerais que quelque chose qui est absolument microscopique, qui va être par exemple les microalgues, ça respire tout aussi bien, ça nous produit assez d'oxygène, peut-être même plus que les arbres, hein. Parce que les océans, ça reprend plus de surface. À la surface, on a ces microalgues qui font la photosynthèse au même titre que les arbres. Donc c'est vrai. Hein. La production en oxygène, pourtant on ne les voit pas. Et c'est là qu'on se rend compte que quand on pollue les océans, c'est comme si on déforestait un arbre, hein. Enfin on déforeste une forêt, quoi. On s'en rend pas compte, quoi. Voilà, mais comme on ne le voit pas, ça n'intéresse pas. Et les bactéries, elles ont ce côté où, comme il y a des maladies issues de bactéries, on fait forcément une généralité. Et c'est assez amusant, parce que quand... moi, je me souviens d'un atelier que j'avais animé quand j'étais en licence, et je me suis retrouvée avec 2 personnes âgées, et je leur faisais classifier quels sont... Je travaillais sur les bactéries dans le quotidien. Et j'essayais de leur faire classifier le lieu où il y avait le plus de bactéries. Et ils me mettaient en dernier la salive, hein.
Et je ne comprends pas pourquoi vous mettez la salive en dernier, alors que c'est le premier, hein, je le dis tout de suite. Ils me disent mais oui, mais nous on utilise des bains de bouche qui enlèvent à 98% les bactéries. Ah non, mais je vous rassure que non, hein, c'est pas vraiment ça. Hein. Je pense que c'est plus les bactéries éventuellement pathogènes, mais vous ne pourrez jamais enlever les bactéries qui sont dans votre bouche. Donc heureusement, j'avais fait des boîtes de culture où on voyait bien que la salive avait beaucoup plus de bactéries que les autres objets. Mais je dis au contraire, heureusement qu'ils sont là, c'est eux qui nous protègent. Hein. C'est ceux qui nous permettent d'avoir une résistance. Ils ont parfois un lien dans le goût, dans nos aliments. Et j'ai adoré faire ce genre d'atelier-là parce qu'on enlève un peu ce voile, ce mystère. Hein. Et encore une fois, c'est cette soif de pourquoi, comment, que j'ai toujours eu et que j'aime maintenant expliquer et dire que les bactéries, on les voit peut-être pas, mais elles ont une utilité. Et voilà, après, je me suis passionnée par l'océan. Alors on se dirige petit à petit vers la fin du podcast. Est-ce que tu penses qu'il y a un aspect qu'on n'a pas assez traité sur lequel tu voudrais revenir ou sinon, est-ce que tu as un livre ou des ressources vers lequel tu voudrais rediriger l'audience particulièrement ? Ça peut être tout et n'importe quoi, hein, ou un blog ou des... Que si on a des questions, c'est toujours intéressant d'aller chercher un petit peu des informations. On a heureusement de plus en plus de conférences ouvertes dans des universités où des scientifiques prennent le temps pour nous expliquer tout ça. Il y a des très beaux livres, alors pas forcément bactériens malheureusement, mais Tara Oceans a fait un très beau livre qui est un livre de tape de chevet qui est pour tout le monde et pour montrer en fait toute la partie microbiologique. C'est un livre qui s'appelle Plancton. Et donc, c'est des photos microscope optique, tout petit grossissement, et on voit tous les micros, on appelle ça le zooplancton, c'est tous les micro-animaux. On a par exemple un escargot qui est tout microscopique, qui a 2 palmes, qui lui permet de flotter, et tout cet aspect microscopique qu'eux, ils ont pu voir, pour en fait intéresser les personnes à vraiment protéger les océans et à voir que l'invisible est déjà très beau et peut nous apporter beaucoup de choses. Et après, d'un point de vue bactérien, il y a de plus en plus de scientifiques qui ouvrent des livres. Notamment, il y a un livre qui s'appelle, je crois que c'est les bactéries ou la microbiologie des environnements extrêmes. Et on voit des bactéries des volcans, les bactéries dans l'environnement. En fait, on a des bactéries partout. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas de bactéries. Et pourquoi c'est là, c'est qu'il y a bien une utilité. Elles sont bien là pour quelque chose. Et donc voilà, si on est intéressé, il suffit de chercher et il trouvera. Très bien. Merci beaucoup, Pauline. Merci pour ton temps. Avec plaisir.